Propose de vous passer la parole sans plus d'introduction que cela. Je crois que Gaëlle, tu es là. Il me semble reconnaître Claudine à tes côtés, mais masquée, effectivement, on ne voit pas toujours. Bonjour Claudine Lagaraille. Élise Michalot est également avec nous. Mais écoutez, ce temps vous est offert et vous est permis. Je vous laisse intervenir. En revanche, ton micro est coupé, Gaëlle. C'est bon là, ok. Super. Effectivement, je suis accompagnée de mon équipe, donc Claudine Olagaray, Élise Michalou et également Aurélie Message pour certains sujets qui ont trait à l'investissement en santé. On profite effectivement de cette communauté de pratique et en échange avec l'ANAP pour vous faire un petit point de présentation sur les stratégies régionales en investissement qui sont attendues donc par les ARS en octobre suite à la circulaire du 10 mars. Donc nous avons un document qui est en cours de concertation officielle et actuellement au secrétariat général du ministère avant diffusion, donc qui devrait être diffusé officiellement probablement en tout début de semaine prochaine, je l'espère, mais que certains donc DG d'ARS et ARS faisant partie des cercles de concertation ont déjà vu, donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le document qui va être que l'on va vous diffuser rapidement. Un petit slide récapitulatif qu'on a pu présenter d'ailleurs au séminaire des DG d'ARS la semaine prochaine. Donc c'était juste un rappel du calendrier tel qu'on le dessine et du contenu du document que l'on va vous projeter ensuite. Donc voilà, diffusion dans les jours qui viennent de cette note d'information qui précisera les attendus. Vous voyez toujours là? J'ai l'impression que ça va bien. Ah, ok. Octobre, donc la deadline pour le retour de ces stratégies par les ARS. Sous le format, vous le verrez, d'une stratégie transversale sanitaire médico-sociale. On est en train de travailler à une planification et on reviendra vers les ARS assez rapidement pour positionner des dialogues en novembre. Donc, ce seront des créneaux en bilatéral entre chacune des ARS, le COPIL des investissements sanitaires et le COPIL médico-social donc, que porte la CNSA pour faire le passage en revue de ces stratégies. Oui, je me permets, pardon, excusez-moi, oui, Julien Cancto. Voilà, l'écran est noir en fait pour pas mal d'entre nous, dont moi. Oui. Ce n'est pas mon cas, c'est bizarre. Oui, alors est-ce que c'est une problématique? Voilà, parfait. Voilà. Ah. Non, ça dit, c'est très fugace. Hein. Est-ce que vous souhaitez nous l'envoyer? On se charge de... Ça peut vous... C'est que là, j'ai pas découpé le PowerPoint pour extraire uniquement cette slide. Vous le voyez là? Ça y est, voilà. Alors, je bouge plus. Pardon, merci. Plus facile. Et donc voilà, le mois de novembre consacré à des dialogues en bilatéral auxquels participeront et le COPIL sanitaire et le COPIL médico-social avec la CNSA. Et dans la foulée, donc ce qu'indiquait déjà la circulaire du 10 mars, en décembre, l'affermissement de la première tranche des crédits concernant le volet des investissements prioritaires du Ségur Investissement. Nous avons donc rédigé un document de cadrage qui est assez succinct et on va vous le passer, qui a été rédigé avec la CNSA pour essayer vraiment de rester sur un cadre le plus transversal possible, même si par ailleurs, voilà, certains ressorts et certains sujets sont plutôt positionnés dans un champ ou dans l'autre et qu'ils ont à leur niveau travaillé par ailleurs sur un outillage un petit peu différent, une boîte à outils, qui, je crois, vous a déjà été présenté et qui sera donc annexé à cette note commune de cadrage sur les stratégies. Très rapidement et en guise d'introduction, avant de laisser la parole à mes équipes, l'idée c'était voilà, de vous donner ce cadre très général qui cherche à peut-être lever certaines ambiguïtés qui peuvent être les vôtres à la lecture de la seule circulaire du 10 mars sur ce que doit être, enfin l'attendu en tout cas que l'on a au niveau de ce document de stratégie régionale,
Donc l'idée, c'est, enfin, vous le verrez dans le déroulé, c'est de ne pas rester sur une liste figée de projets distincts et d'être uniquement dans cet inventaire de projets, mais plutôt essayer de recréer un document d'ensemble avec une certaine cohérence et qui n'est que un point de départ pour la période qui s'ouvre de 5-10 ans, si on va jusqu'au bout du Ségur, mais et qui a vocation ensuite à être travaillé au fil de l'eau et avec une itération annuelle avec le COPIL sanitaire et COPIL médico-social. C'est bien sûr une stratégie qui doit largement s'inscrire dans les orientations posées par la circulaire du 10 mars, mais également déclinée de façon plus précise par des orientations prioritaires, et on va vous les rappeler ici, telles que validées par le CNIS, donc en séance hier, mais qui avait été travaillées depuis 2 mois avec les ARS et les partenaires, et qui doivent donc être en réponse à des grands principes méthodologiques, voilà, en écho avec ce que déjà dessinait la circulaire du 10 mars, la mise en avant importante de l'approche territorialisée des projets qui doivent être donc dans une configuration le plus possible d'aménagement de l'offre sur un territoire, ou en tout cas en transversalité sur les disciplines, voire les secteurs ville sanitaire, ville hospitalier et médico-social. Avec, on le verra ensuite, des éléments descriptifs, mais qui devront à ce stade rester synthétiques, un accent mis sur les modalités de pilotage qui seront les choix qui ont été opérés en région sur la gouvernance, et puis de premiers éléments de programmation budgétaire. Le tout devant voilà, mettre en relief également les caractéristiques particulières de vos territoires, donc dans cette approche territorialisée, et également dans la partie programmation et projection budgétaire, traduire l'ambition du Ségur d'une relance de l'investissement sur le temps court, mais qui doit aussi s'inscrire dans la durée des 10 années du Ségur. Voilà, en termes d'introduction, et on va du coup vous passer, je vais essayer de le partager, en espérant que mon écran ne saute pas toutes les 5 minutes. Le document Word tel qu'il sera donc diffusé après validation en CNP cette semaine, et tel que sans doute vous l'avez déjà vu dans certaines ARS, puisqu'il a été concerté ces dernières semaines. Du coup, pour vous présenter le document Word à ce stade, on est donc, comme vous le disait Gaëlle, sur une note d'information qui, en première intention, récapitule, et donc on va passer très vite dessus, des éléments dont vous avez d'ores et déjà connaissance et qui viennent rappeler le cadre de l'ensemble du plan et de ce que doit du coup mettre en œuvre les stratégies régionales notamment qui sont développées. Donc je vous propose de passer très vite sur cette partie. Donc vous aurez de toute façon communication très bientôt pour ce recadrage plus précis. Les grands principes méthodologiques, Gaëlle les a introduits. Donc voilà, l'idée est véritablement d'avoir une vision très concertée au niveau régional avec l'ensemble aussi des acteurs du territoire. Mais ça, je pense que voilà, dans la construction des gouvernances que vous êtes en train de mettre en œuvre et de déployer au niveau régional, c'est des choses qui sont d'ores et déjà bien prises en compte et bien identifiées. Le fait donc de ne pas être véritablement sur un listing ou un inventaire de projets individuels, mais plutôt sur un ensemble cohérent au regard aussi des priorités nationales et régionales, et avoir véritablement une vision territorialisée et transsectorielle le plus possible au niveau des régions. On va peut-être passer du coup plus spécifiquement aux grands axes de cette politique d'investissement tels qu'ils ont été arrêtés par le CNIS, validés suite aux premiers travaux lors de la séance d'hier, avec des grandes lignes directrices qui ne réinventent pas forcément les choses, mais permettent de remettre en exergue et de ne pas d'ailleurs faire de séparation des financements, des enveloppes et des projets qui doivent être portés, mais bien d'essayer de viser une articulation générale du dispositif et de cette stratégie régionale. Donc on va avoir un premier grand axe qui va être celui de la prise en compte de la structuration de l'offre de soins, avec le besoin de prendre en considération dans ces stratégies régionales la territorialisation, la transformation et le décloisonnement de l'offre.
Cet objectif, il sous-tend notamment vraiment, au-delà de la seule modernisation des infrastructures hospitalières, l'idée de venir intégrer le projet médical de territoire avec la gradation des soins qu'il implique, la gestion des flux, de l'aval hospitalier, la structuration et la concentration des plateaux techniques, l'organisation de la proximité et le décloisonnement entre les différents secteurs. Voilà, ce sont des éléments importants qui doivent pouvoir être articulés dans le cadre notamment de ces stratégies régionales et qui sont à rechercher, ces articulations sont à rechercher. Un second axe qui a été considéré comme majeur, c'est celui de la réduction notamment des inégalités territoriales d'offres de soins et d'équipements. L'idée étant d'avoir vraiment une démarche, encore une fois, centrée sur le territoire et ses spécificités, y compris d'ailleurs avec l'utilisation que vous avez pu faire ou que vous êtes en train de faire, notamment aussi sur les enveloppes de soutien aux investissements courants qui elles-mêmes avaient pour partie comme objectif d'aider à cette réduction des inégalités territoriales d'offres de soins et d'équipements. On arrive derrière sur des axes un petit peu plus précis, qui sont donc notamment la structuration et l'amélioration de l'accès aux soins non programmés et à la coordination ville-hôpital. L'accent est mis également sur les soins critiques, sachant que les attendus de cet enjeu-là seront précisés dans le cadre des conclusions de la mission IGAS qui est en cours à l'heure actuelle. Et on a aussi un accent mis sur l'innovation avec l'idée de la prendre en compte dans les projets d'investissement, tant en ce qu'elle permet de voir évoluer les pratiques et les prises en charge, que en ce qu'elle permet notamment de favoriser éventuellement la recherche clinique appliquée et les parcours de formation continue. On pense là par exemple typiquement aux outils de laboratoire de simulation qui peuvent avoir à être développés et pas par contre aux IFSI ou autres organismes de formation en tant que tels, plutôt voilà, sous cet accent innovation dans le cadre du parcours des professionnels de santé et de leur formation continue. Et puis un accent sur le télésoin au sens large qui voilà, a été notamment bien diffusé dans sa pratique et dans ses différentes dimensions dans le cadre de la gestion de crise et qui voilà, doit être intégré vraiment aux projets médicaux, aux projets de territoire, dans ces objectifs de décloisonnement notamment. On a une deuxième grande partie de lignes directrices à prendre en compte, qui elles sont plus des priorités, des orientations prioritaires identifiées par le CNIS en termes de santé publique et de soutien à l'autonomie. À ce titre-là, ont été remises en exergue pour être vraiment intégrées dans le viseur de chacune des régions dans le cadre des constructions de leur stratégie. La psychiatrie et la santé mentale, y compris avec un zoom particulier sur les structures de pédopsychiatrie et de psychiatrie infanto-juvénile. Les priorités du plan cancer qui sont en train de s'affiner, mais voilà, il faut pouvoir les prendre en compte, ces priorités dans la stratégie décennale qui est en cours de finalisation et de déclinaison. Et on pense notamment au diagnostic précoce et à la prise en charge des cancers qui peuvent aussi recouvrir du coup des besoins d'implantation d'imagerie spécifique particulière dans certains territoires avec certains enjeux bien identifiés entre notamment les services de l'INCa et du ministère à ce stade. La prise en charge des maladies chroniques, puisqu'on voit bien que c'est un axe fort d'amélioration en France pour aboutir à une vraie meilleure structuration et fluidité des parcours de soins, avec une gradation plus installée et des prises en charge qui recouvrent un grand enjeu de proximité. La prise en charge également des personnes âgées, améliorer la fluidité pareil des parcours de santé, également en fonction de leur niveau de dépendance et avec une vision qui a vocation à être assez transversale, c'est-à-dire dans l'ensemble de la gradation de l'offre, qu'on soit dans le soutien à domicile ou les solutions de répit pour les proches et les aidants, jusqu'aux EHPAD et aux filières de soins aigus gériatriques. Sur les soins palliatifs et la fin de vie, c'est aussi la mise en œuvre du 5e plan sur ce thème qui est en cours et prendre en considération également les nécessités impliquées par les problématiques de handicap et améliorer l'accès aux soins et la prise en charge des personnes en situation de handicap, mais évidemment dans l'ensemble des parcours. Et la troisième grande ligne directrice au titre de ces orientations prioritaires,
c'est d'apporter une attention particulière aux problématiques de développement durable, et pas uniquement d'ailleurs réduite à la transition écologique, mais vraiment la réduction de la trace environnementale de l'offre de soins, mais dans l'ensemble de ses dimensions, avec une prise en compte des contraintes écologiques et sociales qu'elles impliquent sur le long terme. Je vais peut-être passer la parole directement à Élise pour la présentation de la deuxième grande partie de cette note. Oui, bonjour à tous. Donc, une fois ces priorités clarifiées, l'idée c'est de vous aiguiller un peu sur ce qui est attendu en termes de présentation des axes de votre stratégie. Ce qui est attendu, c'est une présentation territorialisée, donc avec vraiment une approche par territoire, de manière transversale, sanitaire, médico-sociale, en partant à chaque fois du besoin que vous avez identifié, mais on vous propose de distinguer un peu deux cas de figure. Il y a les territoires prioritaires où là, il y a déjà un projet d'aménagement de ce territoire qui est identifié. Donc là, ce qui est attendu, c'est plus la description de ce projet voilà, dans le cadre de la démarche d'aménagement du territoire de santé qui est déjà exposée dans la circulaire du 10 mars. Et les autres territoires pour lesquels on est plutôt à ce stade, on avait plutôt identifié un besoin d'investissement. Donc soit parce que ça s'inscrit dans les thématiques prioritaires, celles qu'on vient de dénoncer ou d'autres qui seraient identifiées au niveau régional, soit parce qu'il y a une problématique de vétusté ou de mise en conformité, donc sans être dans l'exhaustivité de toutes les situations de vétusté ou de problèmes de mise en conformité que vous avez dans votre région, mais avec déjà une première priorisation en fonction de ce qui serait atteignable pour être financé sur vos enveloppes, et également avec une attention particulière aux projets qui s'inscrivent dans l'objectif de transition énergétique. Et donc sur ces différents besoins, il peut y avoir parfois une réponse unique si c'est déjà assez mature, soit où ça peut être aussi un ensemble de scénarios que vous avez identifiés mais qui ne sont pas forcément encore déterminés les uns par rapport aux autres. On a rappelé ensuite un peu les grands principes directeurs, mais je pense que c'est des principes que vous avez quand même assez bien en tête. Et on précise aussi qu'il faut, comme on disait au début, cette stratégie, c'est un peu une base qui va se déployer progressivement. Et donc, c'est aussi important, dès le début, d'avoir des indicateurs de suivi qui permettent justement de voir un peu l'impact de ces projets et voir comment ça se déploie. On vous a précisé aussi dans le document ce qui va être mis en place pour le dialogue ARS-COPIL qui est prévu. Donc, il y a un dialogue semestriel qui est prévu par la circulaire du 10 mars. Et ce qui est prévu, c'est de le distinguer en deux temps. Un temps plutôt de fin d'année que vous connaissiez déjà pour les RPI, donc autour des projets, donc vers novembre, qui sera complété d'un temps d'échange sur la stratégie régionale, et un temps plutôt au premier semestre de l'année, qui serait là plutôt autour d'indicateurs. Donc la liste va être travaillée dans les semaines et les mois qui viennent, mais donc voilà, un peu un dialogue une fois direct plutôt au second semestre, et puis après plutôt un dialogue un peu indirect sur la base d'indicateurs. Ensuite, la deuxième partie, c'est la sélection des projets que vous avez identifiés. Donc là, on a un peu distingué on va dire trois présentations. Il y a les projets de moins de 20 millions d'euros, donc qui ne sont pas forcément à lister à cet endroit-là. Ensuite, il y a les projets de plus de 20 millions d'euros. Donc là, il faut présenter, ou alors qui serait particulièrement structurant à moins de 20 millions d'euros, mais bon, on est quand même plutôt au-dessus de ce seuil-là, où là, il faut présenter de manière synthétique les enjeux du projet, le coût estimatif, une première évaluation des risques et opportunités, puis un niveau de maturité et de calendrier d'instruction prévisionnelle. Et puis, pour les projets qui sont vraiment plus matures, là, vous pouvez aller un peu plus loin en indiquant, par exemple, l'aide que vous prévoyez, une fourchette d'aide que vous prévoyez d'allouer sur ce projet, ou en donnant plus d'indications. On précise quand même, parce que c'était une des questions qui nous avait été posée par une ARS, que le seuil de 20 millions d'euros qu'on met sur la présentation n'est pas une manière de vous dire de n'allouer des aides qu'aux projets de plus de 20 millions d'euros. Il n'y a pas du tout de seuil qui est fixé de ce point de vue-là.
Ensuite, sur les modalités de pilotage du plan au niveau régional, donc là, sans rentrer trop dans le détail de votre organisation interne, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous vous organisez pour déployer le plan, pour donner, quelle est l'interface qui est proposée aux établissements, et puis quelle est la méthode d'évaluation et de suivi de l'impact du plan qui va être proposé. Là aussi, en ayant une approche transversale sur les dimensions sanitaires et médico-sociales, il y a aussi un enjeu de pouvoir voir un peu comment le plan se déploie différemment selon les ARS et pouvoir éventuellement aussi en faire un retour d'expérience aux unes aux autres et puis pour un peu ce que vous faites là, en comité de pratique. Et ça, c'est quelque chose, par rapport autant le reste, on est plutôt sur une logique un peu itérative qui se déploie. Là, sur l'organisation interne, il est attendu que vous présentiez quelque chose d'assez abouti en octobre, puisque le plan doit se déployer tout de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose où on attend que ce soit le plus possible avancé pour sécuriser le déploiement du plan. Et enfin, la dernière partie, c'est la programmation budgétaire. Sur la partie sanitaire qui nous concerne plus particulièrement. Donc là, on vous propose de distinguer des enveloppes que vous avez plutôt identifiées pour les gros projets structurants. Donc là aussi, on ne vous demande pas une présentation d'aide de montant par projet, sauf quand comme on le disait plus haut, pour les projets vraiment les plus matures, où vous souhaiteriez pouvoir l'indiquer. Mais plutôt qu'on puisse voir au sein de votre enveloppe globale un peu comment se répartiraient vos crédits entre ces gros projets et plus les thématiques transversales à réorganiser en fonction des régions. Comme ça nous a été souligné, parfois il peut y avoir des thématiques qui se croisent un peu, donc là c'est aussi vous qui verrez comment vous voulez présenter votre programmation, mais c'est important qu'on puisse voir comment ces différentes thématiques vont être financées sur la durée du plan, avec une présentation plus détaillée, forcément jusqu'en 2025, et puis ensuite plus globale au-delà, sur 2026-2029, et avec un enjeu aussi de présenter un peu les modalités de pilotage du plan, puisque c'est un peu un des enjeux aussi de ce plan qui est à la fois sur 10 ans, avec la nécessité en même temps d'aller vite et fort au début, mais aussi de s'assurer qu'il reste des crédits sur la totalité des 10 ans, et puis aussi une exigence par rapport à l'Union européenne qui sur les crédits FMIS, où là il est attendu qu'ils soient consommés plus rapidement. Et puis aussi, bien sûr, sur des sujets investissements, de pouvoir parer aux différents aléas qui peuvent entraîner des surcoûts. Donc, c'est aussi un point qui sera important dans la présentation d'octobre. On a mis un petit rappel sur les crédits européens, mais ce n'est peut-être pas le sujet du jour. Et en termes de calendrier, on le rappelle à la fin, donc transmission attendue au 15 octobre pour des dialogues qui se dérouleront ensuite sur le mois de novembre. Voilà pour la présentation. On est disponible, comme il est indiqué en introduction, jusqu'à 14h45. Donc, on peut prendre les premières questions, sachant que ensuite, la diffusion de la note pourra aussi donner lieu. Il y a la hotline qui va s'ouvrir dans le bureau, donc il n'y aura pas de difficulté, mais vous le savez déjà pour faire remonter vos questions. Je suis désolée parce que je ne vois pas je vois pas le fil de la conversation, mais Emeline m'a déjà poussé une remarque côté des ARS Outre-mer, où il y a effectivement, je le confirme, une spécificité pour les deux ARS des Antilles, pour lequel ces stratégies régionales embarquent le plan séisme Antilles, et elles ont donc des enjeux de réponse aux problématiques parasismiques et paracycloniques sur lesquelles elles doivent également se positionner, et le dimensionnement de leur enveloppe d'ailleurs avait tenu compte de ces besoins particuliers sur les Antilles en lien avec ce plan séisme Antilles. Merci. On va passer la parole aux différentes ARS qui veulent poser des questions éventuellement là maintenant. Oui. On a une main levée de Madame Agathe André-Doucet. Agathe, je la vois, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette description et cette présentation de cette note.
Moi, j'avais une première remarque. On sait que les hôpitaux sont des énormes machines et notamment qu'elles ont un impact environnemental très fort. Donc, j'ai noté avec satisfaction que les directives nationales intègrent cet aspect-là. Pour autant, on reste très général et si on a envie vraiment que les projets s'inscrivent dans des démarches plus vertueuses, on va avoir besoin d'être probablement plus précis sur notre niveau d'exigence et sur ce que l'on souhaite vraiment pour l'hôpital de demain en termes d'empreinte écologique. Est-ce qu'il est envisagé, par exemple par le conseil scientifique ou autre, d'avoir des réflexions et des directives un peu plus précises sur ces axes-là? Ou est-ce que ça n'est pas une priorité et qu'a priori, ça se décalera peut-être un peu dans le temps? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire? Non, il y a vraiment un souhait de rentrer dans cet enjeu, cette ambition-là qui a été évoquée dès le Ségur, il y a un an. La réponse peut-être que je peux vous faire aujourd'hui, et ça tombe bien, ce sera une partie en lien avec la NAP, elle est double. En fait, sur la partie strictement immobilière, les projets de construction ou de restructuration, il y a effectivement aujourd'hui une compétence qui a été sollicitée au sein du conseil scientifique pour que les sujets voilà, directement connectés à ce stade au niveau architecture et puis liés aux organisations d'un nouvel hôpital puissent donner lieu sans doute à des éléments de référence ou de directive. Donc ce sujet n'a pas été encore investigué dans les premiers livrables qui vont être diffusés par le conseil scientifique là au cours de l'été. Il n'a pas été effectivement positionné dans la documentation initiale et prioritaire, mais il y a bien une personne qui travaille très largement. Après, dans ces crédits et dans ce plan et dans ces stratégies plus vastes, vous l'avez vu, il y a une part effectivement importante qui est faite sur les projets d'aménagement de l'offre et donc très vite portés souvent par les structures hospitalières, mais vous avez aussi la possibilité d'organiser des soutiens plus génériques ou plus transversaux sur des thématiques, dont celle-ci. Et là, on est aussi à l'aune d'une réflexion qui va être partagée avec la NAP et le déploiement de ressources nouvelles dans les territoires. Donc, on a dans le cadre des crédits du Ségur, alors pas ceux du Ségur Investissement, mais d'autres qui avaient été positionnés sur les enjeux de transition écologique en général et de développement durable. Et en lien avec la CNSA toujours, dans cette logique transversale, il y a une enveloppe de crédits qui vont permettre de financer dans les territoires des ressources spécifiques, donc qui sont parfois connues. Alors, mais peut-être qu'Émile pourra me compléter, j'ai cru comprendre que le sigle qu'on utilisait de conseiller en économie partagée n'était pas forcément celui à retenir in fine pour le secteur santé, pour peut-être le distinguer du secteur collectivité territoriale. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'on va soutenir le déploiement de ces ressources, que la NAP va être voilà, avec nous et un appui et un porteur aussi de ces compétences dans leur animation. Et sans doute que c'est voilà, une fois aussi ces compétences nouvelles installées et voilà, et porteurs de soutien et dans les territoires que naîtront de nouveaux projets. Donc il y a quelque chose qui ne sera pas forcément uniquement porté par des logiques de bâtiments neufs ou de restructuration de patrimoine, mais qui peuvent sans doute s'ancrer dans des plans d'action d'une envergure différente, qui peuvent se focaliser, puisqu'on l'avait vu dans les travaux sur le décret tertiaire, sur des éléments très techniques des hôpitaux, mais qui sont voilà, qui sont aussi très spécifiques et très concentrés sur les centrales de traitement d'air, tous les équipements liés aux zones du bloc opératoire, des soins critiques, etc. Donc il y a peut-être des investissements qui ne sont pas forcément patrimoniaux et qui pourront répondre aussi à cette ambition et sur lesquels vous pourrez positionner une ligne de soutien dans vos enveloppes régionales. Il y a M. Maragni qui a demandé la parole aussi. On va lui donner la parole. Vous nous entendez, M. Maragni? Oui, tout à fait. Oui, je suis désolé, j'ai pris en cours la discussion, j'ai des problèmes donc, de connexion avec Teams, c'est pas toujours très facile avec cet outil. J'avais deux questions. Une question qui concerne l'amorçage donc des études liées à ces opérations. Donc la Martine qui est en train d'élaborer
sa stratégie d'intervention. On a quand même quelques opérations pressenties pour lesquelles donc, les établissements opèrent donc, à la fois une sélection d'assistants de maîtrise d'ouvrage et commencent à étudier donc, ces dossiers. Comment on fait pour accompagner ces établissements en crédit d'études d'amorçage? Est-ce qu'on a la possibilité de déléguer une partie de l'enveloppe régionale pour soutenir et encourager les opérations en fin d'études? Comment on le fait concrètement? Est-ce que c'est sur la base donc des premiers éléments sur le projet médico-soignant? Quel formalisme, jusqu'où on peut aller pour déléguer une faible partie des études pour permettre ces études? Ça, c'est une première question de ma part. Et la deuxième, même si le sujet des fonds européens a été très légèrement évoqué, on a un souci localement en termes de cofinancement, parce qu'il me semble que dans cette enveloppe Ségur, seuls 40% d'enveloppe émanent de soutien européen, et quelque part 60% de cette enveloppe pourrait être, je dirais, avoir un financement croisé avec les fonds européens. Et je pense qu'il y a pour nous un besoin de définir précisément la part d'enveloppe qui ne supporte pas ce croisement et l'autre qui pourrait effectivement faire levier avec les fonds européens. Je sais que la question a été posée par la préfecture de Martinique et c'est une réflexion qu'on a pu conduire à un moment donné, mais on était dans l'impasse parce qu'on n'a pas de mécanisme permettant d'identifier à l'euro près, je dirais, la part des crédits France Relance. Donc pour nous, il y a un enjeu. Parce que concrètement, sur l'enveloppe régionale, qu'on identifie clairement la part qui relève donc de France Relance et donc pour lesquelles on ne pourra pas croiser de financement avec les autres fonds européens. Donc je pense au FEDER, je pense effectivement au REACU. Voilà, c'est une problématique que l'on appréhende sans pouvoir forcément avancer depuis quelques semaines sur une réponse opérationnelle à cette question. Sur la première question, je pense que l'idée de la régionalisation et de la déconcentration des enveloppes, c'était pour vous offrir aussi de la souplesse. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez justement dessiner et proposer dans cette stratégie qu'on pourra regarder ensemble en novembre. Sur votre champ, en plus avec les spécificités liées au parasismique et au paracyclonique, on comprend bien qu'il y a un volet d'études préalables important. Donc, pour moi, il est possible d'organiser la façon dont vous séquencez le financement des projets avec ce type de propositions sur les crédits. Avec, et du coup je glisse sur votre deuxième question, effectivement quelque chose qui est un peu complexe, j'en conviens, dans ce Ségur investissement, mais bon, il y a beaucoup d'argent, donc on peut, je pense quand même, d'abord se dire que, avant de critiquer cette complexité, se dire que l'argent est quand même là pour soutenir les dynamiques, mais c'est vrai qu'il y a deux vecteurs de financement à votre main. Les crédits désormais FMIS qui correspondent à l'ancien FMES et qui sont eux effectivement les crédits du plan France Relance, et ce sont ceux-là qui sont effectivement refinancés par l'Union européenne. Donc ce sont ceux-là effectivement, je pense que vous avez tous l'information, mais il y a également une documentation qui doit être, Élise, tu pourras me compléter, qui était en cours de rédaction côté Direction Générale des Collectivités Territoriales, mais ces fonds FMIS refinancés par l'Europe ne peuvent pas être positionnés sur des projets sur lesquels vous avez par ailleurs d'autres fonds européens. Les fonds européens ne peuvent pas financer deux types de fonds européens provenant de deux fonds européens ne peuvent pas financer le même objet. Donc il faut effectivement faire attention, et vous avez raison, c'est principalement pour vous et plutôt dans les DOM aujourd'hui, on le voyait moins en métropole, les fonds FEDER qui pouvaient déjà être positionnés sur de l'investissement et qui doivent effectivement faire attention à cette règle de non-cumul sur un même projet. Parfois, il faut trouver une façon de découper le projet pour donner deux objets différents à vos fonds s'il y avait un cofinancement. Mais vous avez un autre vecteur de financement qui est souvent le majoritaire, mais ça dépend des régions. Et là, il n'y a pas de réponse type, c'est région par région. Ce sont les crédits de l'article 50 et qui là, par contre, ne sont pas refinancés par l'Union européenne, n'ont pas du tout les mêmes contraintes, ont plutôt une contrainte de contractualisation et de respect du soutien du service public hospitalier pour un respect du droit européen, mais on n'est pas dans des problématiques de financement européen. Donc, vous me confirmez bien que les fonds Smith, donc les nouveaux, sont 100% financés par l'Europe?
Oui, y compris ceux sur l'investissement du quotidien, mais souvent c'est des objets petits, donc c'est rare qu'il y ait un cofinancement, mais y compris ceux qui sont sur l'investissement du quotidien et ceux qui sont dans vos enveloppes positionnées sur les projets prioritaires. D'accord, très bien. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres intervenants qui voudraient poser une question? Je ne vois pas de main levée. On a même 3 minutes d'avance sur le planning de la DGOS. C'est incroyable. Une fois, 2 fois, 3 fois. Attendez, on a le maillet levé, il n'est pas encore tombé. Mais ça ne saurait tarder. Pas loin. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Je pense qu'on aura sans doute peut-être des questions qui arriveront un peu tardivement et tout, et qu'on se chargera de vous transmettre s'il y a besoin, via Emeline. Voilà. Et on vous remercie de votre participation à cette. Ah, on a une question qui vient d'arriver. Voilà. Je te la lis, Gaëlle, du coup. Pouvez-vous nous confirmer que les fonds Ségur FMIS peuvent cofinancer des projets sur l'île de Saint-Barthélemy, qui, de par son statut, n'est pas éligible aux fonds européens? Effectivement, c'est dans mon esprit, oui, mais il y a un petit point juridique effectivement sur le statut de ces îles côté Guadeloupe. Je vérifierai, mais pour moi, on reverra avec nos collègues de R1. Mais je pense que c'est pour nous, ça fait partie du même droit de financement et donc ils sont aussi éligibles au fonds FMIS. Mais on vous le confirmera à RS Guadeloupe. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci Claudine, Aurélie, Élise également, pardon, il m'en manque une quatrième. Merci à vous pour votre intervention. On vous libère du coup, quasi dans les temps partis à 1 minute d'avance. Et à très vite, et une prochaine intervention peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup.